Donc, bienvenue à la première séance du séminaire du GEREP. Alors, le GEREP est un groupe constitué assez récemment autour du républicanisme et de la question du bien commun, et peut-être plus largement aussi des biens communs. L'idée, au fond, étant de permettre de rendre possible une réflexion en dehors des cadres habituellement proposés, qui sont les cadres des questions de théorie de la démocratie, au fond, démocratie représentative, délibération, etc. Il s'agit là de proposer un autre cadre d'approche des questions politiques. Je parle évidemment plutôt du contexte universitaire philosophique. Et donc voilà, le GEREP offrirait cette plateforme, notamment autour de la question, une multiplicité de questions, mais la question du rapport, de la fonction des lois, du bien commun, et la question éventuellement de la vertu civique, de l'éducation au sein de la réflexion politique. Alors aujourd'hui, je présente quand même les membres du GEREP qui ont pu faire le déplacement. Donc Édouard Jourdain, Cédric Rio, Stéphanie Rosa, Naël Dessalles-Delair et Eder de Barros. Pierre Crétois, merci. La séance proposée aujourd'hui porte sur la question des biens communs et politique des communs. Alors quand on parle de la thématique des biens communs, on pourrait croire d'abord à une région. Alors je fais une petite présentation et ensuite je transmettrai la parole aux intervenants que je remercie beaucoup pour leur présence. Quand nous remercions pour leur présence. Quand on parle de la question des biens communs, on pourra avoir le sentiment, au premier abord, d'une forme de résurgence des thématiques marxistes, et notamment la thématique soit de l'abolition de la propriété privée, telle qu'on la trouve exprimée ou formulée dans les manuscrits de 44, en tant que la propriété privée générerait au fond une aliénation générale du rapport de l'homme à lui-même, au fruit de son travail et au reste de la société. Ou bien l'abolition de la propriété simplement bourgeoise, comme Marx le revendique dans le manifeste du Parti communiste, parce qu'elle exprime un rapport de domination au sein du rapport de production capitaliste. Mais au fond, la question actuelle des biens communs est autre chose qu'un néo-marxisme, puisqu'en fait elle est apparue à l'occasion, par des chemins indépendants de la tradition marxiste. Et indépendamment aussi, elle est apparue aussi indépendamment de toute revendication d'abolition de la propriété privée. Cette question des biens communs a fait surface à la faveur de deux principales lignes de fait, que je rappelle rapidement, et ces deux approches montrent que l'absence d'appropriation privative ne conduit pas forcément à des situations de prédation égoïste et destructrice. Alors la première voie d'accès à cette question des communs, qui a signé l'avènement de la thématique des communs dans le champ de la réflexion politique, juridique et économique, c'est d'abord le logiciel libre par Stallman et les ingénieurs du MIT dans les années 70, mais nous avons un spécialiste ici présent de la question. L'idée était qu'il pouvait être optimal pour la créativité d'ouvrir l'accès au code à la plus large communauté des développeurs. Donc plutôt que de laisser le code dans le domaine public, il s'est agi alors d'utiliser une licence ou copyright pour assurer le fait que le code resterait libre. Il ne s'agit donc pas d'un bien commun au sens d'un bien qui n'appartiendrait à personne, quand on parle justement des logiciels libres, mais alors que c'est le cas quand une œuvre, par exemple, tombe dans le domaine public, mais là il ne s'agit pas de faire tomber une œuvre dans le domaine public, mais de créer une nouvelle catégorie de biens qui seraient des biens communs régulés par des droits spécifiques et des obligations déterminées dans un contrat de licence. Ça c'est la première voie d'accès. La deuxième voie d'accès vient plutôt des travaux d'Elinor Ostrom, qui se constitue au fond sur une critique de la tragédie des communs, de l'article de Gareth Hardin de 1968.
La thèse de Garrett Hardin consistait à dire qu'au fond, si on laisse une ressource commune, notamment un champ, ce qui va en résulter, c'est la privatisation des gains et la collectivisation des pertes. Donc, au fond, une tragédie pour tous. Et ce que montre Elinor Ostrom dans son approche, c'est que maintenir des biens communs, ça n'est pas forcément les laisser hors de toute régulation. Et elle montre justement par l'usage d'une théorie juridique assez majoritaire aux États-Unis, la théorie du bundle of rights, que des ressources qui ne sont pas appropriées individuellement ne sont pas forcément soumises à la prédation égoïste. Mais des ressources comme les pêcheries, par exemple, peuvent être gouvernées en commun par une collectivité qui organise les rapports en vue du bénéfice de chacun de ses membres. Ces processus de réglage des rapports sociaux quant aux biens peuvent se faire par la distribution de divers droits sur les biens, sans qu'il y ait pour autant un propriétaire ou un droit de propriété qui serait démembré. Ça multiplie les titulaires de droits partiels sur les biens, sans qu'il soit nécessaire de présupposer l'existence d'un propriétaire plein et entier de la ressource. Ça, ce sont les deux mouvements, et ces deux mouvements convergent au début des années 2000 de façon factuelle. Et au fond, c'est à l'occasion de ces deux mouvements qui sont à la fois corrélativement en fait des mouvements dans le domaine de la recherche et des initiatives concrètes que réapparaît la thématique des communs. Et sur ce, justement, certains se sont engouffrés dans la brèche de considérer que c'était une réapparition, une résurgence. Et ça, c'est pas certain non plus, parce qu'au fond, il est vrai que dans l'Ancien Régime, il y avait des pratiques communautaires concernant les fonds, notamment, on voit, E.P. Thompson les évoque dans son ouvrage La guerre des forêts, mais il y a énormément d'historiens qui en traitent, et y compris d'historiens du droit. Et du coup, certains parlent de nouvelles enclosures sur Internet, en faisant référence au démembrement des communs en Angleterre au XVIIe siècle, processus qui a eu lieu aussi en France, mais cette fois dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, mais de façon beaucoup plus radicale encore qu'en Angleterre, c'est-à-dire une mise en clôture des champs. Et ça, c'est discutable, parce qu'évidemment, il n'est pas certain qu'on ait affaire à une résurgence, tant il est vrai que les défis actuels sont différents de ceux des défis de l'Ancien Régime. Et puis, les communs étaient moins, une réponse à un défi que, au fond, la concrétisation de pratiques coutumières. Aujourd'hui, on a affaire à des défis économiques et écologiques, et c'est au nom de ces défis, y compris numériques, et c'est au nom de ces défis qu'il s'agit de penser de nouvelles régulations, qui en passent peut-être par les communs. Donc, s'il est vrai qu'il y a eu et qu'il demeure des communs fonciers, notamment les bandites par exemple dans l'arrière-pays niçois, ça ne signifie pas, encore une fois, que ceci répondait au même type d'enjeux que les enjeux auxquels répond aujourd'hui la question des communs. Les enjeux contemporains, à mon sens, relèvent à la fois de la prédation économique, la question de la prédation économique, qui finit par subordonner tous les biens à des logiques de profit individuel. Le deuxième enjeu, c'est au fond la domination d'un modèle étroit et rigide d'appropriation des biens par la propriété privée, article 544 du Code civil, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Et troisièmement, le fait que, au fond, cette appropriation privative peut constituer des restrictions de la démocratie, des processus démocratiques. Et c'est au nom de ça, par exemple, que certains proposent de démocratiser l'entreprise au nom du fait que ce ne sont pas les shareholders, c'est-à-dire ceux qui détiennent des parts de capital qui doivent décider parce qu'ils sont propriétaires, mais que ce sont les stakeholders, c'est-à-dire tous ceux sur qui le fonctionnement de l'entreprise a des conséquences, qui devraient pouvoir participer à la gouvernance de cette entreprise. Donc évidemment, quand on va au fond du fond, ça remet en cause l'appropriation privative et ça fait de l'entreprise une sorte de bien commun. Donc c'est des questions, des considérations démocratiques. Et enfin, je pense que le principal, est lié à l'instabilité générale des crises économiques et écologiques, et à l'instabilité aussi présente, à mon avis, sur le net, dans le domaine numérique. Et c'est
en raison des instabilités dans ces trois domaines, que la question des communs peut peut-être avoir une utilité. Je terminerai en disant qu'au fond, ces enjeux, dans la manière dont ils se recoupent, s'accompagnent de signaux faibles de changements sociaux dans la pratique des productions et distribution des ressources. Par signaux faibles, au fond, ça c'est un terme de prospective économique, c'est l'idée qu'il y a des petites transformations des pratiques économiques qui vont peut-être à terme, qui font signe peut-être à terme vers une transformation globale de l'économie. Et on voit ces signaux faibles, notamment dans une pratique de plus en plus large de l'économie des fonctionnalités, de l'économie du partage, de la démocratie en entreprise, de la pratique de processus industriels à la maison, à travers notamment les Fab Labs, les imprimantes 3D, etc. Un certain nombre d'autres initiatives dans l'économie sociale et solidaire, des régimes de servitude écologique, etc., qui permettent d'attester le fait qu'il y a des petites transformations et que peut-être que ces petits signaux sont le signe à terme d'une transformation globale et qualitative des fonctionnements économiques. Encore une fois, ce sont des pratiques encore marginales. Il ne s'agit pas de dire que la société va se transformer demain. Et donc ces derniers temps, des travaux universitaires ou para-universitaires se multiplient à côté des initiatives concrètes, notamment le livre de Dardot et Laval en philosophie, qui s'intitule Commun, voilà, dont Sébastien va nous parler tout de suite. Un ouvrage collectif, Repenser les biens communs, qui est paru cette année. C'est des actes d'un colloque, et ça d'un colloque de juristes. Le numéro 14 de la revue de la régulation, qui présente des écrits, c'est surtout économique, mais il y a quelques articles de juristes. Et puis plusieurs projets de recherche dans le domaine institutionnel. Donc, et en parallèle de ça, il y a énormément d'initiatives décentralisées et non universitaires qui se multiplient. Donc ça c'était pour faire un panorama général. Évidemment, chacun des intervenants s'insérera à sa manière dans ce panorama encore une fois très général et forcément superficiel.